d'identifier ou bien de penser à la création d'un tribunal de première instance à l'île de la Gonâve. Donc, ça participe dans une plus large couverture judiciaire. Et dans toutes les sections communales, c'est un binôme, je dois vous le dire. Le problème de l'état civil se pose aussi le problème d'identification des gens là. Et comme c'est un binôme, on est en train de voir comment concilier l'état civil avec le tribunal de paix déconcentré. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on place un annexe du tribunal de paix dans une section communale, on fait aussi la même chose pour l'état civil. Parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas leur acte de naissance et le gouvernement fait des efforts pour faire bénéficier ces gens-là de leur acte de naissance. Donc, on a déjà commencé, il y a beaucoup de projets qui ont été réalisés. Il y a des caravanes qui ont été faites et on a pu identifier beaucoup de gens qui n'avaient pas ces actes de naissance et on en a leur donné. Et toujours pour cette question, ça participe aussi de la réforme de la justice parce que quand on déplace certains tribunaux, on facilite l'accès de la justice à la population. Il faut aussi une loi pour le faire. Dans le cadre de la réforme de la justice, parce qu'il y a en Haïti 2 niveaux de réforme. Il y a la réforme du droit, il y a la réforme de la justice. Peut-être la question m'a été posée sur la réforme de la justice, c'est pourquoi je ne vous parle pas de la réforme du droit. Mais je vous parle de la réforme de la justice telle que cette question a été posée. On est en train de revoir nos 2 codes parce que ces 2 codes-là ne facilitent pas l'accès à la justice. Quand il y a un problème de délai qui se pose, ça, à l'heure actuelle, freine l'élan du système. C'est pourquoi il y a tant de gens qui sont en détention préventive prolongée. C'est une question de délai qui n'est pas respectée. Or, nous savons que le juge d'instruction qui mène une enquête a 2 mois pour rendre son ordonnance et une 3e mois pour conclure. Cependant, quand les 3 mois se sont écoulés, c'est peut-être le doyen, c'est seulement le doyen qui peut lui accorder une prorogation. Maintenant, ce que fait le gouvernement, il est en train de revoir la procédure, essayer de responsabiliser les magistrats en ce qui concerne le respect de ces délais. C'est pourquoi, dans le forum qui avait été tenu au mois de septembre par le ministre de la Justice, qui concerne la réforme du système judiciaire, il a été demandé expressément aux magistrats, debout et assis, de respecter les délais. Et il y a un service d'inspection qui va se charger de vérifier dans les parquets et les tribunaux si les délais sont respectés en vue de combattre ce phénomène de la détention préventive. Il y a lieu de faire beaucoup plus de choses. Ce n'est pas seulement le problème de délai, parce que les peines alternatives, on ne les prévoit pas dans notre législation et dans la réforme judiciaire qu'on préconise et sur lequel on est en train de travailler. On va insérer les peines alternatives. Donc là, c'est un processus qui avance et sous peu, les rapports vont être soumis en ce qui concerne les travaux qui ont été déjà réalisés. Donc, ce processus avance. Et l'usage abusif de la force dans le cadre des manifestations. On a demandé s'il y a des résultats. Oui, il y en a. Et pour illustrer ces cas-là, nous vous prenons 3 cas. Il y a le cas de quelqu'un, Amir Agouane, qui a été tué par un policier lors d'une manifestation. Eh bien, ce policier-là, il est écarté de la police jusqu'à ce que la justice se prononce sur son cas. Il y a encore l'affaire de Cabaret, où un sénateur qui a été agressé, le policier incriminé est écarté. C'est-à-dire, il est mis en isolement jusqu'à ce qu'on clarifie l'affaire. Donc, à chaque fois qu'il y a des cas comme ça qui se présentent, la police nationale, l'inspection générale de la police saisit de l'affaire,
mènent des enquêtes et prennent des mesures. Et une fois le dossier constitué, il est transmis au parquet et le parquet le transmet au cabinet d'instruction pour suite légale. Donc, on est en train de donner des signaux clairs pour que, aux policiers, aux agents de la force publique, pour que, lors des manifestations, on ne fait pas l'utilisation abusive de la force. Et je vous ai déjà parlé des cas de Daniel d'Orsainville, les résultats d'enquête. Pour ceux-là qui travaillent dans le domaine des droits humains, la ministre vous en a parlé. Et maintenant, le gros problème, c'est le tarif judiciaire non respecté. C'est un problème vraiment que nous constatons en Haïti. Il y a eu un tarif judiciaire. Vous savez que lorsque vous demandez peu de choses, il y a toujours tendance de l'augmenter sans le savoir. Le tarif judiciaire qui existe avait prévu des sommes assez réduites pour des constats, des taxes assez réduites. Et il y a des plaintes qu'on reçoit de la part des victimes qui affirment que l'on leur exige des sommes faramineuses pour des constats. Et qu'on a pu constater vraiment que ce qu'on demande pour la vacation du juge est tellement dérisoire que beaucoup de magistrats, vraiment, prennent le malin plaisir de dire aux gens qu'il faut verser n'importe quoi, à leur guise. Et la personne, comme c'est un magistrat, on le respecte, il verse beaucoup plus. Et quand ces cas se présentent là, le magistrat est convoqué et des plaintes sont déposées contre lui au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Mais malgré tout ce qu'il y a lieu de faire, il y a lieu de revoir les tarifs judiciaires. C'est quelque chose qui est en étude. Donc, au cours, on est en train de penser à une amélioration du tarif judiciaire. Et vous avez parlé aussi de la situation des juges et des arriérés de salaire. Les juges ont fait la grève. Les juges continuent de toucher leur salaire. Il y a eu une augmentation de salaire. Et tenant compte du budget qui ne pouvait pas supporter cette augmentation de salaire, on a dû prendre quelque temps pour payer les arriérés de salaire. Mais cet arriéré de salaire vient comme une augmentation de salaire. D'ailleurs, ce ne sont pas les magistrats seulement qui en souffrent, même les fonctionnaires qui ont bénéficié d'une augmentation de salaire, parfois ils ne peuvent pas recevoir à temps l'augmentation de salaire. Mais comme les magistrats eux-mêmes, ils décident de faire de la grève pour cette augmentation, alors que les fonctionnaires, ils continuent à toucher leur salaire jusqu'à ce qu'on leur paie l'arriéré. Donc c'est comme pour les magistrats. Donc ce n'est pas qu'il y a des dettes énormes pour les magistrats. Vraiment, ce sont des dettes. Mais ils continuent à percevoir leur salaire régulier. C'est l'augmentation qui peut-être qu'ils n'ont pas touché à temps. Et quant au mandat des juges qu'on dit qu'ils ne sont pas renouvelés, c'est vrai, il y a un processus de vetting qui est en cours. Et le gouvernement a vite pensé que les mandats de juges non renouvelés vont permettre une augmentation de la détention préventive prolongée. C'est pourquoi il a pris la décision de renouveler 29 mandats de juges. Il y a une centaine de dossiers qui sont soumis à l'attention de la commission qui travaille sur le vetting, sur le processus de vetting. Parce qu'il y a tellement eu de plaintes contre les magistrats et ils ont un mandat de 7 ans en première instance, de 10 ans à la cour d'appel. Donc, et quand on a fini de renouveler le mandat, il est difficile de procéder à la révocation de ce magistrat-là sans avoir commis une faute grave, jugée grave. Donc, c'est pourquoi là, les dossiers qui sont en cours de traitement, on attend pour le renouvellement de leur mandat. Mais c'est un processus qui avance parce qu'on continue à renouveler les mandats. On sait que ça cause des problèmes quand il y a des dossiers en souffrance. C'est pourquoi il y a des juges qu'on qualifie de partisans. C'est parce que les juges d'instruction qui sont en fonction actuellement et qui sont en cours de mandat, et ils reçoivent
les dossiers des autres juges dont leurs mandats ne sont pas renouvelés encore. Donc, il y a une accumulation de dossiers. C'est pourquoi, et maintenant, il y a cette lenteur. Mais malgré tout, on s'évertue à ce que le processus de vetting avance pour que ces magistrats-là regagnent leurs fonctions. Et alors, je n'ai pas terminé avec cette question de justice itinérante. Je vois que c'est une question qui vraiment préoccupe plus d'un. Et c'est vrai, c'est faute de moyens financiers. Parce que quand il faut déconcentrer un tribunal de paix d'une commune vers une section communale, ça demande soit la nomination de nouveaux juges. Par exemple, s'il y avait 2 ou 3 juges qui fonctionnent dans un tribunal, même si on prend un jour pour que ce juge aille dans cette section communale pour donner la justice, et c'est la commune qui va souffrir. Donc, des fois, ça s'accompagne d'une augmentation du personnel judiciaire. Et ça a un impact considérable sur le budget, parce que quand vous nommez du personnel additionnel, il faut prévoir 12 mois de salaire plus un 13e mois comme boni. Donc, cela dit, on va s'arranger pour que ce processus continue, parce que ça a donné de bons résultats. Donc, je vois la raison pour laquelle vous insistez que cette justice inhérente continue. Donc, et le gouvernement en a pris note. Il a vu aussi la nécessité de l'étendre. Alors, vous avez demandé que compte faire le gouvernement pour promouvoir l'accès à la justice. Alors, c'est le renouvellement des codes, le renouvellement du tarif judiciaire et la déconcentration des tribunaux, de façon générale, les tribunaux de paix, les offices d'état civil, et la formalisation et l'extension de l'assistance légale, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas le chemin de la justice parce qu'ils ne peuvent pas payer le service d'un avocat, les honoraires d'un avocat. Et il y a un embryon qui est constitué, qui commence déjà à fonctionner à Port-au-Prince, dans le département de l'Ouest. Et le ministre prévoit de les augmenter et de les instituer dans toutes les juridictions. On travaille même sur un projet de loi en vue de formaliser l'assistance légale. Parce qu'il y a certaines fois des gens qui ne peuvent pas payer le service d'un avocat, viennent au ministère pour dire qu'il a été victime de telle ou telle chose, parce qu'il y a un service de plainte. Et parfois, on a demandé au barreau, pour les avocats stagiaires, d'accompagner ces personnes-là. Parce que les balles, ils fonctionnent, mais ils sont en nombre insuffisant. Donc, on est conscient de ce problème. Je crois avoir répondu de façon aux questions qui ont été posées. Si peut-être il y a des omissions, je suis toujours disponible. On peut toujours donner les réponses nécessaires. Merci. Merci, Maître Bazelet. Je voudrais seulement ajouter 2 points et je voudrais confirmer effectivement, dans le cas, par exemple, on a parlé, est-ce qu'il y a eu des efforts pour permettre, par exemple, que les gens retirent leur carte d'identification. L'Office national d'identification, ONI, a déjà enregistré, alors je vous donne les derniers chiffres qu'ils nous ont communiqués parce que l'ONI fait partie du comité interministériel des droits de la personne. Et l'Office national d'identification ONI a déjà enregistré entre 5 et 6 millions de personnes sur tout le territoire. Et la liste, ça c'est pour la liste des potentiels électeurs qui a été remise à la fin d'août 2014 au Conseil électoral, ce qui a été prévu par l'ONI. Mais l'ONI déploie des mobiles un peu partout jusqu'à présent dans le pays
et même sur la frontière haïtiano-dominicaine pour enregistrer les citoyens. C'est pour vous dire que cette carte électorale, c'est surtout cette carte délivrée par l'ONU, c'est une carte d'identification. Ça ne sert pas seulement pour la carte électorale. Autre chose, pour répondre un petit peu à M. Benachou, qui a parlé justement de questions de pots de vin, je voudrais vous dire que la loi portant prévention et répression de la corruption, ça vient non seulement d'être ratifié par le Parlement, mais ça vient aussi d'être publié dans le Moniteur du 9 mai 2014. C'est juste pour votre information. On peut toujours vous faire parvenir cette loi. Merci beaucoup, mais je passe la parole maintenant à Maître Pétion qui doit intervenir sur la première question pour ce qui concerne, pour ce qui concerne la violence contre les femmes, les services médicaux post-viol pour filles et femmes, sur les mesures juridiques adoptées pour protéger femmes et filles. Merci. Je vous passe la parole, Maître Pétion. Merci, Madame la Ministre, Monsieur le Président. Je vais répondre à des questions qui nous a été posées hier concernant la loi, le vote de la loi sur la paternité responsable, avant de répondre aux questions de ce matin. La question était la suivante. Quel est le contenu de la loi sur la paternité responsable? Donc, c'est une loi innovatrice. Elle met fin à la discrimination entre les enfants. Il n'y a qu'une seule catégorie d'enfants. Il n'y a pas d'enfants nés hors mariage, ni des enfants nés dans le mariage. Donc, tous les enfants doivent bénéficier des mêmes encadrements et de la même éducation, etc. Ensuite, dans la législation haïtienne, la recherche de la paternité n'était pas permise. Avec cette loi, la recherche de la paternité est permise. Donc, ce sont des points forts, des innovations, comme je viens de le dire, dans la législation haïtienne en ce qui a trait à la loi sur la paternité responsable. Ensuite, combien de foyers d'hébergement existent-ils en Haïti? Il existe 8 foyers d'hébergement, un dans le sud-est, un dans le nord-est, un au Cap-Haïtien, à Croix-des-Bouquets et 4 à Port-au-Prince. Donc le ministère de la Condition féminine est en train de construire un nouveau centre d'hébergement à Gressier. Et en ce qui a trait au viol conjugal, il n'y a pas un article spécifique sur le viol conjugal. Parce que le viol conjugal, c'est un viol entre conjoints, entre époux, entre concubins. Si la victime, la femme qui est victime du viol conjugal, n'a pas dénoncé, n'a pas porté plainte, on ne peut pas le savoir. Donc maintenant, on sait que le viol, avec le décret de 2005, le viol est puni, c'est un crime, le viol est puni d'une manière générale. Donc qu'il s'agisse de viol conjugal ou bien de viol sur d'autres personnes, mais le viol est puni à partir du décret de 2005. Pour les services médicaux pour viol et services médicaux pour femmes et filles victimes de viol, il y a toute une série de mesures qui ont été prises. Par exemple, il y a le protocole sur l'octroi et la gratuité du certificat médical qui a été signé entre 3 ministères, le ministère de la Santé publique, le ministère de la Justice et le ministère à la Condition féminine et aux droits des femmes. Dans un cas d'agression sexuelle, la première démarche est que la victime puisse obtenir un certificat médical. Dans un premier temps, le certificat médical, c'est seulement l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti qui était habilité à délivrer ce certificat médical. Mais avec ce protocole, tous les centres de santé sont habilités à émettre des certificats médicaux, que ce soit dans la province, que ce soit dans les milieux reculés, que ce soit dans au centre-ville. Tous les hôpitaux, les centres de santé reconnus sont habilités à émettre des certificats médicaux. Et ce, c'est pour faciliter à la victime d'ester en justice, parce que le certificat médical est l'un des éléments de preuve. Ensuite, il y a des centres de santé. Et par exemple, au lendemain d'un viol, d'une agression sexuelle,
il y a toute une série d'outils qui ont été développés. Par exemple, il y a la pilule du lendemain, il y a le dépliant de 72 heures, que faire en cas de viol. Ensuite, il y a le dépliant du certificat médical lui-même. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, ce sont... et ensuite, il y a Geskio, il y a le centre Geskio, il y a les divers centres de santé, par exemple, Médecins du Monde, Médecins sans frontières, qui font l'accompagnement des femmes victimes de violences, notamment de violences sexuelles et autres. Pour les mesures juridiques adoptées, je viens de parler du décret de 2005 sur les agressions sexuelles. Ensuite, il y a on est en train de travailler sur un avant-projet de loi cadre sur la violence faite aux femmes. Donc, cet avant-projet de loi comporte toute une série de protections, toute une série de mesures quand la femme est victime de viol, donc elle pourra rester au tribunal, etc., donc, et obtenir réparation. Ensuite, il y a une question, c'était sur le quota. Il y a une structure multisectorielle qui s'appelle COTEM, qui réunit les organisations de la société civile et les organisations et les institutions étatiques. C'est pour faire avancer la question du quota, c'est comment faire la mise en œuvre du quota. Ensuite, on a parlé du processus électoral. Donc, dans le CTCEP, sur 9 conseillers, il y a déjà 3 femmes. Sont membres conseillères au CTCEP. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu. OK. Sur l'égalité homme-femme, dans le plan de travail et les termes de référence de la table thématique genre, 3 objectifs ont été dégagés. Tout d'abord, il y a la mise en place des points focaux sur l'égalité homme-femme au niveau des tables sectorielles et thématiques. Ensuite, il y a eu la contribution à la promotion de la politique et de la promotion de la politique et du plan national d'action égalité homme-femme. Et troisièmement, on a pu faire le soutien à l'élaboration, au plaidoyer, à l'adoption et à la promulgation des lois égalitaires. Parce que le plan d'égalité homme-femme, la politique d'égalité homme-femme a été validée au Conseil des ministres tout récemment. Donc c'est un plan qui sera fonctionnel, qui sera mis en application très bientôt. Donc, à ce titre, il y a des lois égalitaires qui sont en cours d'élaboration. Donc, je crois avoir répondu aux questions qui ont été posées et qui concernent les violences faites aux femmes et les femmes en général. Donc, s'il y a des omissions que j'ai faites, mes collègues sont là, donc ils pourront me répondre à des questions qui n'ont pas été répondues. Merci beaucoup. Merci, Maître Pétion. Je vais passer la parole à Maître Melodin maintenant pour clarifier quand même les préoccupations avancées sur la question des mesures conservatoires, des suivis qui n'ont pas été donnés aux questions de mesures conservatoires. Je pense que c'est important pour nous de clarifier cela et aussi pour le respect du membre du comité qui aimerait avoir vraiment un éclaircissement là-dessus. Alors, M. Melodin, vous avez la parole. Merci. Merci, Madame la Ministre. Et je m'excuse encore pour ma gorge. Et, bon, en ce qui a trait aux mesures conservatoires, et pour le distinguer membre du comité qui avait fait référence à 4 personnes qui est directement concernées, je peux vous dire que pour M. Mario Joseph, Newton Saint-Just, André Michel, lorsque les mesures conservatoires avaient été prononcées par la Commission interaméricaine, le ministère des Affaires étrangères avait contacté ces messieurs pour discuter avec eux du meilleur moyen
que le gouvernement pourra utiliser pour mettre en œuvre les dispositions de ces mesures conservatoires. Malheureusement, l'un de ces messieurs nous avait répondu à l'époque qu'ils étaient à l'étranger et qu'ils contacteraient le ministère à leur retour. Bon, à leur retour, malheureusement, ils ne se sont pas manifestés et bon, nous avons constaté qu'à notre connaissance, ils vaquaient librement à leur occupation. Donc, nous leur avions assuré que nous étions ouverts et disponibles pour les rencontrer s'ils le souhaitaient, mais à notre connaissance, ils n'ont pas manifesté ce souhait. En ce qui a trait à M. Pierre Espérance, nous avions également reçu une pétition qui avait été adressée au ministère de la Justice et il me semble qu'une invitation aussi lui avait été faite, mais je ne suis pas en mesure de confirmer et quel suivi en avait été donné. Mais de toute façon, le gouvernement est ouvert. Et si, comme n'importe quel citoyen se sent menacé et qu'il en fait part aux autorités, les mesures nécessaires sont prises avec les moyens disponibles. En ce qui a trait à la publicité faite au pacte, je voudrais signaler à nouveau, parce que nous l'avons fait dans le rapport que nous avons soumis, que le pacte a été publié au journal officiel numéro 2, daté du 7 janvier 1991. Donc, à ce titre, il peut être cité devant les tribunaux. Mais honnêtement, nous devons admettre que il y a une sensibilisation des magistrats sur le pacte, sur l'application des conventions internationales en général dans les tribunaux locaux, ainsi que sur le pacte en particulier qui n'est pas encore suffisamment effectué. C'est pour ça que l'École nationale de la magistrature, de plus en plus, a des séances de formation au cours desquelles les dispositions du pacte sont expliquées aux magistrats. Parce que même dans des cas où, par exemple, il est arrivé que des magistrats aient fait référence au pacte pour demander, par exemple, un habeas corpus, le magistrat a plus tendance à prendre les dispositions de la Constitution pour l'accorder. C'est-à-dire, même s'il est convaincu également par les dispositions du pacte, mais il y a une certaine prudence dans les décisions de justice à dire en vertu de l'article 30 du pacte. Ils sont plus confortables pour dire en vertu de l'article 30 de la Constitution. D'accord, donc, mais il y a un effort qui est fait en ce sens et nous espérons que dans les années à venir et dans les prochains rapports que nous aurons à présenter au comité, nous pourrons peut-être présenter des décisions et des arrêts qui ont été rendus en vertu du pacte. Et pour ce qui a trait à la question de Mme Chanet sur la raison pour laquelle les pactes auraient été enlevés du menu, les conventions, pardon, auraient été enlevées du menu législatif. Et comme je l'avais expliqué hier, et une fois que le gouvernement haïtien a transmis à l'Assemblée nationale une demande pour les conventions, c'est l'Assemblée qui est souveraine pour décider dans quelle séance elle va se pencher sur la sanction de ces conventions-là en vue d'autoriser leur ratification, leur adhésion. Donc, nous les avions soumis et le président du Sénat était très favorable à ce qu'il figure sur le menu. Mais d'après ce que je crois comprendre, au cours de cette séance où les parlementaires devaient statuer sur ces documents, et en fait sur ces conventions internationales, cette séance devait débuter à 11h. Et en fait, elle a débuté presque vers 5h de l'après-midi. Donc peut-être que c'est un cas exceptionnel qui explique que par rapport aux autres matières qui avaient à traiter ce jour-là, qu'ils aient pu l'enlever. Mais ça, c'est peut-être une pure spéculation. Mais la réponse principale est que une fois que le gouvernement, ce n'est pas le gouvernement en quelque sorte qui a dit au Parlement d'enlever ces conventions de son menu. C'est le Parlement qui décide de son ordre du jour et de la façon dont il traite de ces questions. Et en ce qui a trait à la liberté religieuse, bon, d'abord, je dois dire que oui, il existe et la liberté religieuse est reconnue et garantie en Haïti, mais effectivement, par rapport à la législation haïtienne, il est plus facile, alors la législation actuelle, il est plus facile d'enregistrer le fonctionnement de certains cultes que d'autres. C'est-à-dire, les législations font référence à certains cultes précis, surtout chrétiennes, ce qui fait qu'il est peut-être compliqué
non, chrétienne et vaudouisant, merci. Et ce qui fait qu'il est peut-être plus compliqué pour certains autres cultes, asiatiques ou autres, par exemple, et de se faire enregistrer. Mais nous en avons parlé au cours de la rédaction de ce rapport avec des collègues du ministère des Cultes qui se sont dit ouverts à se pencher sur la question et éventuellement à proposer les amendements appropriés. Mais je tiens à préciser que le fait que jusqu'à présent, certains cultes comme le culte musulman, les imams ne peuvent pas célébrer de mariage, n'empêche pas aux musulmans de se marier civilement, évidemment. Ils ont la pleine liberté de se marier civilement, mais peut-être qu'il faudrait amender la loi pour pouvoir enregistrer ce culte et organiser le fonctionnement des mosquées et des imams afin de les autoriser. Parce que la grande question sur la plupart de ces cultes, c'est souvent une question d'organisation. Parce que quand quelqu'un se déclare, il représente tel culte ou tel autre, et ceci même dans certains cultes plutôt chrétiennes qu'ils ont installés depuis longtemps, c'est parfois compliqué pour le ministère de vraiment contrôler comment ça se passe pour qu'il n'y ait pas d'abus et de dérive. Donc c'est surtout ça la préoccupation du ministère. D'accord. Et autrement, sur la question de la République dominicaine, je voudrais juste apporter quelques précisions. D'abord, sur le chiffre, il y a un recensement qui a été fait par l'Office national de statistique dominicain en 2013 avec l'appui du Fonds des Nations unies pour la population et de l'Union européenne. Et selon ce recensement, c'est 428 233 Haïtiens qui vivent en République dominicaine et 209 912 Dominicains qui sont d'ascendance haïtienne. Alors la question, je vais peut-être situer le contexte. Qu'est-ce qui s'était passé récemment? Il se trouve qu'il y a une dame d'ascendance haïtienne qui avait transmis son certificat de naissance aux autorités compétentes pour demander un certificat d'identification nationale sa carte d'identification nationale afin de pouvoir voter, etc. Et cette demande avait été rejetée. Cette dame avait saisi la justice. Elle avait été déboutée aux premières instances et elle avait fait un pourvoi devant le tribunal constitutionnel dominicain. Et le tribunal avait statué dans un arrêt que cette dame, l'acte de naissance de cette dame avait été délivré de manière régulière et qu'à ce titre, effectivement, elle ne pouvait pas bénéficier de cette carte d'identification. Mais plus loin, l'arrêt de ce tribunal constitutionnel avait été plus loin pour préciser que pour demander à l'institution compétente de vérifier tous les registres de naissance de la République dominicaine et de remonter jusqu'à 1929 et d'enlever pratiquement tous les actes de naissance qui auraient été dressés dans les mêmes conditions. Vous savez, il y a un écho international que la plupart de vous avez sans doute entendu. Entre-temps, les autorités dominicaines ont adopté une loi en février 2014 qui précise certaines conditions dans lesquelles les descendants d'étrangers peuvent bénéficier de la nationalité dominicaine. Et en application de cette loi, cette dame qui avait porté plainte s'est vue délivrer effectivement la carte d'identification qu'elle avait demandée. Mais il y a également une quantité d'Haïtiens, ceux-là qui ont une nationalité haïtienne, qui vivent en République dominicaine. Alors, il y avait un dialogue de haut niveau qui s'était établi, qui est toujours en cours entre les autorités haïtiennes et les autorités dominicaines. Il faut préciser qu'en décembre 2013, les autorités dominicaines avaient pris un décret et instauré un plan de régularisation des étrangers en situation irrégulière. Et dans le cadre du dialogue entre les deux États, des accords ont été conclus afin que les autorités haïtiennes puissent aller identifier ces citoyens haïtiens sur place en République dominicaine. Donc, il y a un programme qui est en cours qui donne déjà des résultats encourageants. Donc, ces Haïtiens-là, les autorités haïtiennes vont leur délivrer des papiers et en fonction des papiers qu'ils vont recevoir, ils pourront appliquer pour le plan de régularisation de la République dominicaine. Donc, c'est quelques précisions que je voulais porter sur ce point. Merci. Merci, Maître Mélodin. Je voudrais demander aux autres collègues, est-ce qu'ils n'auraient pas vraiment des choses à ajouter? Maître Dolma, avant de... Ouais.
Oui, il y avait une question qui concernait la participation aux affaires publiques. Il semble que ça a été expliqué de manière succincte dans le rapport, donc je voulais juste compléter. Parce que, en fait, dans le rapport additif, on avait parlé de la circulaire et concernant le recrutement. Alors, ce que je voulais préciser, il y a un organe qui est un organe de coordination stratégique de la primature qu'on appelle le bureau du Premier ministre, qui s'appelle l'OMRH, c'est-à-dire l'Office de Management et des ressources humaines. Donc, c'est cet organe-là qui, conformément à un décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, et qui est chargé de coordonner et de superviser l'action de l'État en matière de recrutement des ressources humaines pour ce qu'il s'agit de la fonction publique. Donc, lorsqu'on parle de réforme administrative, c'est aussi cet organe qui est chargé de mettre en œuvre la réforme administrative. Et cet organe est actuellement très dynamique avec un nouveau coordonnateur qui, depuis quelque temps, commence à mettre en branle la réforme, notamment à travers des circulaires, parce que cet organe ne peut pas prendre d'arrêté. Et lorsqu'il fait des propositions d'arrêté, donc c'est la primature, le Premier ministre qui signe ces arrêtés. Mais il a aussi fait des propositions d'arrêté. Et à travers cette réforme, l'OMRH, en fait, a commencé par envoyer des circulaires pour rappeler aux différentes institutions qu'ils doivent respecter le recrutement et le concours pour le recrutement des agents de la fonction et des fonctionnaires, comme le prévoit la loi sur la fonction publique. On a un décret aussi de 2005 qui porte révision du statut de la fonction publique et qui a mis à jour, disons, tout ce qui concerne le recrutement, promotion des fonctionnaires, mais aussi les agents publics. Et alors, on a parlé de la circulaire 2013-001. Circulaire, ça veut dire circulaire numéro 1 pour nous. Donc, dans ce circulaire, l'OMRH avait rappelé aux différentes institutions comment les dossiers de nomination doivent lui être transmis et pour avis de conformité. Ça veut dire que maintenant, lorsque on veut recruter un fonctionnaire, il faut monter le dossier et l'envoyer à l'office de management qui lui-même va donner son avis de conformité. Et il avait bien précisé qu'on doit envoyer la lettre de nomination, on doit envoyer le rapport d'évaluation du comité de nomination, et puis on doit aussi envoyer l'état de compte, c'est-à-dire si on dispose de budget pour cette personne qu'on va recruter. Et lui, à partir de là, il va donner son avis de conformité pour dire si oui ou non on peut recruter. Il y en a de même pour les promotions. Et puis, il y a aussi la loi anticorruption, je signale, qui a été, dont la ministre vient de parler tout à l'heure, qui a été promulguée le 9 mai 2014. Et cette loi prévoit, dans son article 5.10, il prévoit que tout fonctionnaire ou tout agent public qui utilise sa position, son crédit, son influence pour procurer à quelqu'un un avantage, et particulièrement dans notre cas un emploi public, et au mépris des règles de recrutement, cette personne, disons, ce fonctionnaire sera puni d'1 an et d'une peine allant de 1 an à 3 ans d'emprisonnement, et cette personne sera interdite d'exercer au niveau de l'administration publique, et quelle que soit la fonction, pendant une durée de 5 ans. Donc, c'est vraiment des balises qu'on a mises en place pour limiter cette histoire de recrutement hors concours et tout. Et puis, ce que je veux aussi mentionner, c'est que l'OMRH, à travers la réforme administrative, est en train de mettre en place une base de données pour, disons, confronter l'offre et la demande. Et à travers cette base de données, lui, il va
recevoir les demandes d'emploi. Il y a des gens qui sont diplômés, qui sont par exemple rentrés de l'extérieur. Il y a des nouveaux diplômés sur le marché. Donc lui, il va dans cette base de données conserver leurs références. Et aussi, surtout, il a demandé aux institutions étatiques de lui transmettre chaque année leurs besoins en matière de personnel pour qu'ils puissent leur proposer les cadres ou autres qu'il a et qui sont disponibles et qui sont dans sa base de données. Donc voilà ce que je peux dire de plus. Comme la réponse vraiment été assez succincte, donc je ne sais pas si vous êtes satisfaite de la réponse, mais c'est tout. Je vous remercie. Merci, Maître Dolma. Je pense que Maître Mélodin va être un peu bref, mais il a quand même une réponse à donner à une question qui a été posée hier. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas vraiment répondu à cette question. Et merci, Maître Mélodin. Vous avez la parole. Merci, Madame la Ministre. C'est par rapport à la question de M. Benachot hier sur la diminution du budget de l'OPC. Alors effectivement, et en 2013-2014, le budget de l'OPC était à 34 298 356 goudes. Et cette année, dans le budget présenté cette année, c'est à 32 819 487 goudes. Évidemment, on voit que c'est une diminution. Mais quand on va dans le détail de ce budget, je vais vous dire que les dépenses de personnel qui étaient dans le budget de l'année dernière à 24 967 100 goudes sont passées à 25 859 487 goudes. Les dépenses d'immobilisation sont augmentées, bien sûr. Les dépenses d'immobilisation dans le budget de l'année dernière qui étaient à 100 000 goudes et sont pas dans le budget présenté pour cette année, on prévoit 2 600 000 goudes pour cette dépense-là qui pourront permettre effectivement à l'OPC de louer des espaces pour ses activités. Ce qui a baissé, par contre, vous avez raison, ce sont les dépenses de biens et services qui étaient l'année dernière à 9 231 256 gouttes, qui sont passées cette année à 4 359 999 gouttes, mais ce n'est pas spécifique à l'OPC, c'est plusieurs institutions publiques et cette rubrique-là a été diminuée pour plusieurs ministères, plusieurs autres institutions publiques. Merci. Merci, mais il faut être très bref parce qu'il faut quand même respecter, il faut donner une certaine latitude aux membres du comité pour réagir pour la question de suivi, mais moins d'une minute. Merci. Rapidement, je précise, parce qu'il y avait une partie de la question sur l'accès à la fonction publique qui était liée aux handicapés. Alors, cette partie m'avait échappé, juste pour préciser qu'il y avait un forum de l'emploi qui a eu lieu en septembre et suite à ce forum, bien que l'administration avait déjà embauché des handicapés, le Premier ministre avait recommandé que chacune des institutions de l'État embauche 2 personnes handicapées. Et on est en train de mettre en œuvre cette décision, en fait, au moment où on se trouve ici. Merci. Merci, Madame la chef de la délégation. Merci à tous vos collègues qui ont apporté leurs renseignements. Maintenant, nous avons 5 minutes pour les questions de suivi des collègues. Alors, je dois demander vraiment la discipline ici. J'ai au moins 3 collègues qui veulent parler. Le premier, c'est M. Benachour. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je voudrais préciser à propos du mariage que le mariage religieux en islam n'existe pas. Il suffit tout simplement, c'est un mariage civil par définition, il suffit d'avoir 2 témoins et le consentement des époux. C'était en passant. Non, ce qui m'intéresse en revanche, c'est une réaction à ce que Madame Auguste a dit au début de cette séance. J'ai écouté avec beaucoup d'attention votre intervention. Vous nous appelez à la vigilance. L'un de vos collègues nous a demandé également de ne pas nous laisser berner par les rumeurs, par les ragots, etc., etc. Je voudrais réagir très amicalement à ces paroles. Le comité des droits de l'homme reçoit des informations. Ces informations sont publiées.
sur le site officiel du Haut Commissariat. Et par conséquent, la délégation peut très bien en prendre connaissance. Ce ne sont pas donc des ragots, ni des rumeurs. Le Comité des droits de l'homme n'écoute pas de ragots, n'écoute pas de rumeurs. Il prend connaissance de textes écrits, publics et publiés. Et donc, lorsque vous nous appelez à la vigilance, vous avez raison, mais je voudrais vous tranquilliser sur cette question-là. La vigilance fait partie de notre métier, car nous ne considérons pas les paroles même publiées unilatéralement, puisque vous avez la possibilité, toutes les délégations ont la possibilité d'y répondre puisqu'elles sont publiées. Et donc, c'est à partir de vos réponses que la vérité va éclater. Lorsqu'on vous dit, par exemple, à propos, je prends l'exemple de la magistrature, qu'il y a eu intervention d'un parlementaire ou d'un ministre ou je ne sais pas quoi dans le fonctionnement de la justice et qu'il y a tel cas et tel cas et tel cas, c'est à vous de dire ce cas n'existe pas, ce cas est déformé, ce cas est mensonger. Vous voyez, donc il ne faut pas du tout vous nous demander de ne pas être berné, de ne pas écouter de ragots, nous sommes tout à fait d'accord, mais je vous demande également à vous de prendre conscience que le métier de tous les membres du comité ici, la vigilance fait partie de l'essence même de notre fonction, vous voyez. Il ne faut pas du tout vous tromper dans ce sens-là. Merci, M. Benachour. Le prochain orateur, c'est M. Keilin. M. Keilin, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci pour les réponses. Merci pour la volonté de discuter aussi des sujets sensibles et difficiles. Concernant les personnes déplacées, je suis tout à fait d'accord que fermer tous les camps et trouver des solutions durables, c'est nécessaire et c'est légitime après 5 ans. Je suis aussi tout à fait d'accord avec la délégation que le Haïti, pour achever à ce but, a besoin d'un appui type développement et pas humanitaire. J'ai 2 questions très spécifiques. Vous venez de confirmer que le gouvernement a passé ses instructions en vue de surseoir à l'exécution des décisions d'éviction. Ma question, surseoir jusqu'à quand? Est-ce que la délégation peut confirmer que ces instructions ne valent pas seulement pour le moment, mais seront maintenues jusqu'à la fin du programme de la fermeture des camps? Deuxième question, vous avez dit que ces questions de modification des critères, que c'est faux, qu'il n'y a pas eu modification des critères. Ma question, est-ce que la délégation peut confirmer que pas seulement ceux qui étaient enregistrés en tant que personnes déplacées du début, mais aussi ceux qui étaient enregistrés plus tard par l'OIM qualifient pour des programmes de relocation et des autres programmes d'appui? Merci. Merci, Monsieur Keilin. Le prochain orateur, el próximo orador en mi lista es el señor Salvioli. Señor Salvioli tiene la palabra. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et grand merci à la délégation haïtienne qui a répondu à la grande majorité des questions que j'avais posées. Et donc, j'aimerais lui dire toute ma reconnaissance. J'ai senti quelques tensions, un peu d'électricité dans l'air quand est intervenue Madame Auguste, mais c'est vrai que Monsieur Benachour vous a déjà répondu en ce qui concerne notre comportement face aux sources d'information. Et j'aimerais dire que moi, je regarde surtout les sources officielles de la Cour interaméricaine des droits de l'homme qui indiquent que parfois l'État haïtien ne réagit pas à certaines requêtes de mesures conservatoires. Mais moi, je ne demandais pas des choses sur chaque cas individuel. Je demandais si vous aviez un protocole vous permettant d'agir lorsqu'il y a demande de mesures conservatoires. Quoi qu'il en soit, j'aimerais vous remercier de toutes les réponses et c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Monsieur le Président.
Gracias a usted, señor. Merci beaucoup, Monsieur Salvioli. Le président doit parler aussi le créole. Je viens à Port-au-Prince pour l'apprendre. Mr. Chani, very, very brief. Monsieur Chani, en quelques minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Une question très brève sur les élections. La délégation pourrait nous donner des informations sur les élections. Est-ce qu'elles auront lieu telles que prévues à la fin du mois? Je sais que la loi sur les élections a été signée, ou j'aimerais en tout cas une précision et une confirmation. Merci. Thank you, Mr. Chani. Merci. Voilà pour les questions. Malheureusement, nous n'avons plus vraiment le temps de donner la parole à la délégation, mais elle dispose de 48 heures pour fournir ses réponses écrites à toutes questions en suspens, y compris celles qui viennent d'être soulevées. Si Madame la Ministre souhaite bien sûr intégrer à son discours de clôture certains aspects pour répondre aux questions, elle peut le faire, mais sans que cela ajoute trop au temps prévu pour la réunion, parce qu'après vos remarques de conclusion, je prendrai moi-même la parole pour des remarques de conclusion, et je remercie d'avance les interprètes qui font preuve de patience et d'indulgence. Et Madame la Ministre, je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président. Je pense que ça serait mieux qu'on achemine nos réponses dans 48 heures. Et Monsieur le Président, distingués membres du comité, Mesdames, Messieurs, encore une fois, je tiens à vous remercier de nous avoir permis de faire cet exercice de vérité. Évidemment, le temps a été trop court parce que c'est pour la première fois et on est venu quand même et appuyer un rapport écrit sur 20 ans. Il y aurait tellement de choses à dire. Pour moi, je souhaiterais même un atelier de 5 jours pour cette examination parce qu'il y a tellement de choses à apprendre sur Haïti. Et malheureusement, le temps ne nous a pas été suffisant. Mais je dois vous dire, et très honnêtement, très sincèrement, au nom de cette délégation, que nous sommes vraiment satisfaits de cet exercice. Et nous vous remercions de votre hospitalité, nous vous remercions de votre écoute, nous vous remercions aussi de votre vigilance. Quand je parle de vigilance, je ne parle pas de vigilance en termes péjoratifs, mais je parle de vigilance inscrite dans le cadre de ce dialogue tant important pour nous aider à avancer dans notre démarche. Et j'ai souligné quand même des points assez importants. Et la question de l'application du pacte, on tient vraiment sur l'appui du Haut-Commissariat des droits humains pour nous aider en ce sens. Mais je vous donne déjà la garantie au nom de cette délégation, au nom d'Haïti, que nous allons vraiment mettre en œuvre la question de l'application du pacte et particulièrement le plus rapidement possible la traduction du pacte en créole. Je pense que ça a été vraiment un manque de notre part, il faut le reconnaître. On n'est pas venu ici pour vous dire que tout est beau, on sait qu'il y a des limites. Malgré toutes les avancées dont nous venons de parler, de toutes celles que nous n'avons pas pu mentionner, ici faute de temps sur les dossiers tels que on n'a pas tellement insisté sur le droit des enfants, celui des handicapés, l'égalité entre les hommes et les femmes et j'en passe. L'État haïtien est conscient que le niveau d'application des dispositions du pacte n'est pas encore à la hauteur de ce qu'il souhaite. La volonté politique est présente, comme le démontre la rédaction et la soumission de ce rapport à mi-parcours. Néanmoins, il convient de souligner que les contraintes budgétaires et les défis soulevés par les besoins de reconstruction suite au séisme de 2010 constituent des obstacles non négligeables à la mise en œuvre effective de certaines dispositions. Nous tenons à souligner cependant que ces contraintes ne sauraient nous arrêter sur le chemin de l'état de droit que nous nous sommes tracés. Notre détermination et nos stratégies auront nous amener à bon profit. Auront nous amener à bon port. En effet, lorsque le plan national des droits de la personne sera exécuté, quand l'Institut des droits de l'homme deviendra une réalité, 2 projets qui doivent se concrétiser bientôt, quand les dialogues et enseignements que vont dispenser ces entités commenceront à porter fruit, la réalisation de l'état de droit
nos citoyens seront devenus des citoyens et des citoyennes de droit et nous aurons laissé derrière nous notre long apprentissage démocratique pour vivre pleinement du bonheur que seul peut réjouir un État de droit, une société vraiment démocratique. Je vous promets que nous allons revenir autant que vous voulez. Et je vous inviterai aussi à venir nous voir en Haïti, à continuer à interagir avec nous. Nous avons connu vraiment 2 séances extraordinaires. Nous avons connu vraiment 2 séances de dialogue entre humains. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir compris et merci que vous allez continuer à nous accompagner. Merci que vous allez continuer à nous questionner aussi. On en a besoin. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre. Pardonnez-moi, mais je vais continuer en anglais. Et absolument pas en créole. Encore. J'aimerais vous remercier, Madame la Ministre. Je remercie également l'ensemble des membres de votre délégation pour tous ces renseignements extrêmement utiles qui nous ont été fournis suite à nos questions. Je ne puis que mentionner le fait que nous sommes extrêmement sensibles aux difficultés que vous avez évoquées avec énormément de passion. Nous sommes conscients des difficultés créées par des catastrophes naturelles ou autres au cours de ces dernières années. Ce n'est pas au comité de décider de la nature des forces externes responsables de certains faits. Je suis encouragée d'entendre que l'administration actuelle endosse ses responsabilités en ce qui concerne l'état de la nation. Mais dans ce contexte, vous avez évoqué une société fragile, brisée. Nous avons parler de pauvreté. Nous en sommes encore une fois très conscients, mais il est également nécessaire de se rendre compte que cela peut affecter plusieurs niveaux de la société, y compris la société civile et les ONG. Moi, je viens du milieu des ONG et dans une société qui a passé par une décennie telle que celle que vous avez traversée, eh bien, évidemment, il n'est pas surprenant de voir que la confiance en les dirigeants n'est pas de mise. Il est assez normal de voir que parfois on se prépare au scénario du pire et il est indispensable de préciser, d'éclaircir, même si l'on a l'impression que c'est des rumeurs, il faut éclaircir et vérifier les allégations. Vous avez entendu de la bouche de mes collègues quelles étaient les sources que nous utilisons. Cela ne signifie pas toujours que nous sommes en plein accord avec ce qui est dit dans ces sources, mais nous voulons toujours que les délégations nous précisent certaines choses et nous donnent son point de vue. C'est toujours très utile. La délégation s'attendra à voir certains aspects reflétés dans les observations finales. Évidemment, ce sont des questions telles que la définition de la torture, même si, évidemment, je ne commence pas par l'élément que j'aurais dû mentionner en premier, mais c'est vrai que la torture mentale est également quelque chose qu'il convient d'avoir à l'esprit. La détention préventive, parfois de longue durée, pose problème. Un non-respect des délais de procédure fixés par la loi. Parfois, il y a un problème de gestion qui se pose. Parfois, c'est une absence de système informatique mis à jour. Nous l'avons bien entendu. Et
il conviendra également de rédiger une observation finale sur la surpopulation carcérale et le fait que des personnes sont en préventive très longtemps avant d'être déférées devant un tribunal. Voilà. C'est le genre de choses que nous évoquerons dans nos observations finales. Ensuite, bon, évidemment, nombreux sont ces problèmes que vous avez vous-même dans la délégation acceptés comme étant des problèmes. Vous en êtes conscient. Nos observations finales seront rédigées pour vous aider à vous acquitter de vos obligations, à aider le gouvernement à traiter ces différents problèmes. Ensuite, il y a les évictions forcées, l'usage abusif de la force contre des manifestants, les attaques ou intimidations faites à certains défenseurs des droits de l'homme également. Et souvenez-vous du premier point soulevé par M. Benachour hier, où il parlait d'une gangrène lorsqu'il parlait de l'absence d'intégrité du système de la justice. Qui menait, d'après ses termes, à un cancer de la justice populaire, qui donne lieu à toute une série d'éléments totalement arbitraires. Nous avons entendu quelles étaient les mesures mises en place par les autorités pour traiter ce problème, notamment pour faire en sorte d'améliorer la rémunération des juges. Nous ne pouvons que vous souhaiter plein succès là-dedans, mais je pense que le système de la justice est essentiel pour le respect des droits civils et politiques. Évidemment, c'est notre domaine, mais il convient également de parler des droits économiques, sociaux et culturels. Et l'article 26 du pacte est également essentiel, égalité dans la réalisation des droits qui concernent tous les droits. Encore une fois, permettez-moi de réitérer ma reconnaissance. Merci de tous ces renseignements fournis. Je me félicite encore une fois de la composition de la délégation interministérielle. Et nous espérons que la délégation passera un bon week-end à Genève, en demandant évidemment à Port-au-Prince toutes les informations qui doivent nous être transmises dans le délai de 48 heures qui vous est imparti. Je vous souhaite également un bon voyage de retour et j'attends avec impatience de vous revoir la prochaine fois, dans un laps de temps beaucoup plus bref que cette fois. Ça serait encore mieux, dit le président. Cet après-midi, nous allons travailler en séance privée. Nous allons examiner des communications. La séance est levée.